C'est la parole donnée aux directions marketing et communication qui souhaitent transformer leur métier par le biais des nouvelles technologies. Dans ces vidéos, vous trouverez deux choses. D'une part, le témoignage d'une direction marketing, d'un CDO, d'un CMO, mais aussi des ressources associées, des conseils pratiques dans l'usage de ces nouvelles technologies. Nous avons rencontré Guillaume Vasse, directeur marketing et communication du groupe Sud-Ouest, qui partage avec nous ses enjeux en matière d'audience, mais aussi d'animation de ses lecteurs et notamment de ses lecteurs payants via le biais de nouvelles technologies. Je vous souhaite une bonne lecture et surtout un bon usage de ces conseils. Merci. Je m'appelle Guillaume Vasse, je suis CDO et CMO du groupe Sud-Ouest, groupe qui s'est formé autour du journal éponyme. Nous sommes basés à Bordeaux et nous sommes présents sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, de La Rochelle jusqu'au Pays Basque, avec différents titres. Donc Sud-Ouest, le journal principal, et également un titre qui s'appelle Charente Libre qui est à Angoulême, Dordogne Libre à Périgueux, La République des Pyrénées et l'Éclair à Pau. Également, nous possédons des journaux hebdomadaires, une télévision et bien évidemment des sites web pour l'ensemble de ces activités. Alors l'audience de Sud-Ouest aujourd'hui, on est à plus d'1 million de visites par jour. On est en termes de ranking, entre 20 et 25 dans le top des sites français. On intervient en transversal, on aide le groupe dans sa transformation numérique et on intervient en soutien sur l'ensemble des sujets de monétisation, qu'il s'agisse de la monétisation publicitaire ou du développement des abonnements numériques. Bien sûr, il y a des experts marketing, bien sûr, il y a des experts tech et tout le monde ne peut pas être expert en tout, mais il faut mixer les équipes et au sein de nos équipes digitales, il y a à la fois des gens de marketing et des gens de la tech et c'est grâce à leur travail en commun qu'on arrive aujourd'hui à adresser l'ensemble de nos sujets marketing. Aujourd'hui, le cœur de la donnée, c'est l'analytics. Quand on commence à entrer dans les problématiques de recueil, de traitement de la donnée, on a besoin aujourd'hui de ressources marketing qui comprennent ce que c'est qu'un bout de code JavaScript, parce que tout part du code. Les choses commencent par le recueil de la donnée, donc par un tag manager, en l'occurrence pour ce qui nous concerne c'est Google Tag Manager, qui est couplé à la version 360 Premium d'Analytics. Comme on est équipé de la partie Ad Manager de Google côté publicité, à la fois Ad Serving et Revenue Management, il y a une correspondance forte entre la partie analytics et la partie publicitaire. La partie analytics nous permet de générer des segments qui sont ensuite envoyés dans l'ad server et qui servent à faire du ciblage. En termes de données pour le ciblage publicitaire, alors on fait encore quand même beaucoup de ciblage contextuel. Il faut savoir quand même que c'est à la base pour ça qu'on vient investir dans les médias, pour être dans un contexte. Donc ça reste important. Mais on utilise aussi de la donnée puisque on est membre fondateur de l'Alliance Gravity, qui est une initiative de mise en commun de données totalement anonymisées, pseudonymisées, ce que vous voulez, donc il n'y a pas de souci côté RGPD, mais c'est une mise en commun de données de l'ensemble des médias français qui nous permettent aujourd'hui à la fois d'enrichir de data les campagnes achetées chez nous, mais également de venir nourrir les campagnes que nous achetons à l'extérieur, puisque nous avons développé une activité de trading desk qui connaît une croissance assez forte et qui, bien évidemment, repose sur un socle de data. La volumétrie n'est pas un enjeu puisqu'aujourd'hui il y a les solutions de stockage, d'hébergement qui vont bien, tout est 100% cloud et qui nous permettent de traiter la donnée de façon rapide sur des grosses volumétries. Ce
qui n'était pas possible il y a encore 3 ou 4 ans, ou en tout cas beaucoup plus difficile à accéder. Donc ça date pas d'il y a 8 ans, mais c'est un petit peu plus récent. Après, la difficulté, c'est de réduire la complexité. Il y a énormément de données sur énormément de choses. Chaque fois qu'on teste des nouvelles features sur un site, une appli, eh bien, on recueille de nouvelles données. Et à chaque fois se pose la question de voilà, ce sont des données supplémentaires et on multiplie les dashboards et toute la difficulté c'est d'arriver à rester focus sur les données qui comptent vraiment. Les données sont partagées avec la régie publicitaire. On parle bien de données agrégées, hein. Voilà, avec la régie publicitaire qui les utilise à la fois pour nourrir ces dashboards qui lui permettent d'affiner ces différentes sources de revenus et d'optimiser la valeur des espaces publicitaires, mais également de nourrir des reportings pour venir éclairer les annonceurs sur les performances de leur campagne. Sur les données elles-mêmes, c'est vrai que au départ, tout était extrêmement siloté. Siloté, ouais, voilà, comme partout, je crois. Et le principal enjeu est là. Donc, on a commencé à travailler sur une première itération de Datamart. On a vu rapidement que c'était insuffisant, qu'on n'avait pas forcément le bon recueil de données, les bons outils de traitement. C'est ce qui nous a décidé à choisir notamment la suite Google qui couple l'outil BigQuery qui permet quand même de requêter de façon assez puissante sur l'outil Analytics et qui avec Data Studio permet de créer des vues différenciées pour différents usages. Donc à partir du moment où on a implémenté la stack Google, on a commencé à générer des dashboards et à diffuser des dashboards à partir des mêmes données finalement, mais pour des usages spécifiques pour les différents départements du groupe, que ce soit pour la rédaction, que ce soit pour les ventes, que ce soit pour la publicité. Après, un abonné a des comportements qui sont pas tous des comportements qui ont un intérêt sur le plan publicitaire. Donc, par exemple, on lui livre tous les jours, soit dans une liseuse, soit en téléchargement, une version PDF du journal. On va s'intéresser au nombre de fois où le lecteur va avoir téléchargé son journal dans le mois. Et c'est un indicateur pour savoir s'il y a une propension au churn ou pas. Ça sont des choses qui n'intéressent pas nécessairement la régie publicitaire, mais qui ont un vrai intérêt pour le service des ventes. Globalement, ce sont les mêmes outils. À partir de notre première expérience Datamart, on a travaillé sur un hébergement un petit peu différent. Et donc aujourd'hui, on est en train de finaliser la mise en place d'un data lake qui, lui, va nous permettre d'avoir des usages vraiment multipliés. Et dans lequel on est en train de brancher une par une les différentes sources de données. On a à la fois des outils qui sont des outils du marché pour l'ensemble des canaux d'activation. On travaille par exemple avec Batch sur les notifications ou avec NP6 sur le canal emailing. En revanche, tout le travail qui a lieu en amont, toute l'intelligence qu'il y a autour des données, là pour le coup c'est un développement maison parce que c'est stratégique pour nous de pouvoir comprendre la donnée, de pouvoir la traiter et de pouvoir l'activer selon la spécificité de nos besoins, et ce d'autant que ça évolue rapidement, on fait beaucoup d'A/B testing et on itère en permanence en fait. La partie, la stack publicitaire est on va dire globalement à part. En revanche, pour tout ce qui concerne on va dire l'audience et les abonnements, on est là sur un ensemble cohérent et unique, puisque il s'agit bien d'être on est sur une logique freemium. Donc l'audience a vocation à se transformer en abonné.
Ce qui est positif, c'est que ça n'a jamais été aussi facile d'héberger des données, de traiter des données. Le côté un peu plus compliqué, c'est que ça se fait sur des technologies où il y a de plus en plus de briques qui sont fournies sur étagère sans qu'on sache forcément exactement ce qu'il y a derrière. Par exemple, que ce soit Amazon, Google, propose aujourd'hui de plus en plus de briques d'IA qui permettent de faire des choses très intéressantes, mais c'est de l'intelligence, c'est de la connaissance qui n'est pas développée en interne, qui est agrégée. Donc on fait de l'ingénierie, mais on ne développe pas tout. Donc nous, on essaye d'être à la fois sur du développement interne quand on le peut et quand c'est suffisamment stratégique. Par exemple, on a construit un moteur de recommandation de contenu pour optimiser la mise en avant des contenus en fonction des comportements de nos lecteurs et en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de ces contenus. Voilà, parce que ça nous semblait vraiment important. Je pense qu'il faut garder cette logique d'assembleur, mais aller chercher des briques technologiques un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est une recommandation, je pense que ça peut correspondre à certains besoins, à certains usages. Je sais que nous, en tout cas, on se sent plus à l'aise en allant chercher des technos, voire des algos. Des algorithmes. Ouais, par exemple, Netflix a mis à disposition des algorithmes sur des problématiques de recommandation. C'est intéressant pour des médias. Il ne faut pas avoir peur d'aller se former tout seul en ligne et d'apprendre les rudiments du code, d'aller faire un peu de PHP, un peu de Python, un peu de JS pour comprendre la logique qu'il y a derrière. Non pas dans l'optique de devenir un développeur à la place des développeurs, mais pour comprendre un petit peu la logique d'ensemble de ces différents langages, comprendre à quoi ça sert. Et puis ensuite, faire énormément de veille, regarder ce que font les confrères, regarder ce qui se passe dans d'autres secteurs, mais ne pas hésiter à aller regarder ce qui se passe au-delà des frontières, parce que il se passe quand même pas mal de choses. Voilà, je sais que nous, dans le secteur des médias, on va regarder ce que fait le Guardian, le New York Times et le Washington Post, qui sont vraiment les titres les plus avancés au niveau international et qui, par ailleurs, parfois open source également des solutions. Et de comprendre comment quelle a été leur logique pour concevoir un moteur de conception de newsletter ou ce genre de choses. Ça permet aussi de se projeter, de rapprocher ça de ses besoins et de se dire tiens, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Sur le consentement, nous on a fait le choix de développer notre propre CMP pour pouvoir recueillir le consentement de nos internautes et derrière, comme l'IAB a mis en place un framework pour le recueil et la transmission du consentement dans la chaîne programmatique. On parle là uniquement de la partie publicitaire. On s'est inscrit tout simplement dans ce schéma puisque il nous est apparu qu'à partir du moment où le marché se structurait sur le recueil et la transmission du consentement, il fallait suivre le mouvement et être raccord avec les évolutions technologiques et réglementaires. Sur le consentement et plutôt du côté des grands acteurs de la tech, quand on voit les évolutions sur Safari, quand on voit les évolutions sur Firefox, voire sur Chrome, on se dit que, indépendamment de l'environnement réglementaire et de e-privacy, le cookie est menacé et que la probabilité que tout ce qui a été construit sur le cookie disparaisse à court moyen terme. Voilà. Donc nous, notre réflexion là-dessus, elle est plutôt de travailler dans la poursuite de la logique du consentement, de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers un surf logué,
mais en le faisant non pas de façon punitive, mais en y associant des services. Et c'est ce sur quoi on a commencé à travailler sur notre app. On a tout un onboarding sur l'application Sud-Ouest qui fait que quand vous arrivez pour la première fois sur l'appli, vous sélectionnez les thématiques et les communes qui vous intéressent le plus. Et à partir de là, vous avez une appli qui est totalement personnalisée. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a commencé par l'app. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à étendre cette logique de l'environnement applicatif sur l'environnement web et au-delà, puisque aujourd'hui, en fait, on a 3 environnements principaux. On a les applications, on a le web et la partie AMP qui représente AMP étant l'acronyme d'Accelerated Mobile Pages, qui est un format web mobile simplifié qui a été développé et open sourcé par Google. Alors sur l'IA, les applications sont extrêmement larges. Ça va de la production automatique de certains contenus à faible valeur ajoutée, comme par exemple produire des articles avec les résultats commune par commune des élections, ce qu'on a fait sur les dernières élections européennes, en passant par une société, donc c'est la spécialité. Ça va sur une aide sur la qualification des contenus, le tagage, etc. Voilà, il y a plein d'applications possibles qui permettent aujourd'hui d'avoir une approche augmentée du journalisme, mais également de la vente de publicité. Il y a aujourd'hui des algos qui permettent d'affiner les stratégies de bid en programmatique, etc. Sur la partie abonnement, sur la compréhension des comportements des abonnés, sur la prédiction du churn, sur au contraire de la propension à s'abonner, etc. Les champs d'application sont nombreux et aujourd'hui on travaille sur des premières itérations sur un certain nombre de sujets. Toujours en interne avec un mélange d'interne, externe. Voilà. Et par exemple, je vous parlais tout à l'heure de qualification de contenu. Il existe des outils qui permettent assez facilement, des outils d'NLP, d'extraire les entités nommées des contenus, donc de les qualifier en termes de thématiques, de lieux, de citations de personnes, etc. Ce sont des choses qui permettent vraiment de faire avancer la qualification de nos contenus et donc notre capacité à proposer des contenus de plus en plus pertinents. Aujourd'hui, de plus en plus intégrés, soit en standalone, soit de façon native dans les solutions qu'on utilise. Et aujourd'hui, elle est partout. C'est en complément de ce qu'on sait faire de façon manuelle. Par exemple, je parlais tout à l'heure de recommandation. La recommandation automatique, elle vient quand il n'y a pas eu de recommandation manuelle faite par un journaliste de la rédaction, qui reste la recommandation qui est la plus forte, puisque quand un journaliste recommande un contenu, c'est parce qu'il a des raisons, c'est parce qu'il pense que c'est plus intéressant de le mettre en avant. En revanche, on ne peut pas faire de la recommandation sur les 600 ou 700 articles qui vont être publiés chaque jour. Donc là où on n'est pas en mesure de le faire manuellement, on vient apporter un complément qui est un complément automatique. Il ne faut pas avoir l'obsession de l'automatisation, il faut utiliser l'automatisation là où, en complément de... en complément de ce qu'on a conçu humainement comme ayant le plus de valeur pour nos clients. En termes de pression publicitaire, on essaye de limiter la pression publicitaire. La pression publicitaire est réduite notamment pour les abonnés. Et après, pour les non-abonnés, je dirais que le marché est en train d'avancer tout seul, dans la mesure où la visibilité, les critères de visibilité sont des critères de plus en plus importants
dans les achats de publicité digitale, ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à mettre des publicités partout. De la même manière, en termes de SEO, Google a fait des recommandations pour dire que les pages sur lesquelles il y aurait trop de publicité seraient les pages qui risquaient d'être moins référencées. Donc il y a un peu un mouvement global qui vise à assainir, à limiter la pression publicitaire. Après, sur la partie emailing, nous on envoie assez peu d'emailing promotionnel. On envoie plutôt de la newsletter, donc on envoie du contenu, plutôt du service, et uniquement quand l'inscrit ou l'abonné s'est inscrit à une newsletter. Et après, il y a toujours la possibilité de se désabonner. Voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'outils pour être responsable par défaut. Je pense que l'essor de la mobilité a été une étape, mais qui est déjà une étape qui est arrivée à un bon niveau de maturité. Vous évoquiez la voix tout à l'heure. Voilà. Je pense que l'audio en général et la voix en particulier sont des tendances à regarder vraiment de très très près. Pourquoi? Tout simplement parce que ça simplifie les interactions. Il n'y a rien de plus antinaturel qu'une souris et un clavier. Et pouvoir interagir avec la voix, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Et la simplicité évacue tout le reste. Voilà, j'avais vu un chiffre qui disait qu'en 2020, la moitié des requêtes de Google seraient des requêtes vocales. Je ne sais pas où ils en sont, mais je pense que ça évolue pas mal. Nous, on a commencé à faire des premiers essais en développant des skills Alexa pour nos différents journaux qui viennent chercher les dernières infos et qui permettent d'avoir les dernières nouvelles. Bon, après, il y a toute une UX de la voix qu'il faut concevoir, qui n'est pas évidente, puisqu'on ne circule pas dans les contenus de la même manière avec la voix que quand on le fait avec une souris ou avec le doigt sur un écran. Donc il faut se projeter, et je pense que ce qu'on va garder de l'expérience actuelle et qu'il faudra projeter sur les technos futurs, quelles qu'elles soient, c'est deux choses. C'est les données pour pouvoir connaître et comprendre les usages et pouvoir anticiper les besoins de nos clients. Et deux, le soin qui va être porté à l'expérience au sens large pour arriver à faire les expériences qui soient les plus fluides possibles.